Marie Scarpa est professeure de littérature française à l'université Paul Verlaine de Metz. Elle est membre du CELTED, Centre d'études des textes et des discours de l'université Paul Verlaine. Elle est membre associée de Figura UQAM et cofondatrice avec moi-même et Jean-Marie Privat du laboratoire d'ethnocritique et d'anthropocritique de la littérature, le LEAL. Ses spécialités de recherche sont la littérature française du 19e et 20e siècle, et plus particulièrement l'ethnocritique de la littérature. Elle ne l'a pas écrit, mais il faut le dire, Marie Scarpa est une grande spécialiste de l'œuvre de Zola. Je lui cède la parole. Oui, merci. Oui, parce que je parle aujourd'hui de Bernard-Marie Coltès, donc voilà pourquoi. Oui, donc, je ne vais pas présenter Bernard-Marie Coltès, qui est sans doute le dramaturge français contemporain le plus connu et le plus joué au monde ces dernières années. Je rappelle simplement qu'il est mort à 40 ans du sida en 1989, qu'il n'a pas connu le succès d'emblée, on l'imagine, donc après des années d'expédients où il voit ses premières pièces jouées dans de petits théâtres au Off d'Avignon, présentées dans des émissions radiophoniques. Il connaît un début de reconnaissance quand le metteur en scène Patrice Chéreau ouvre sa première saison en 1983 au Théâtre des Amandiers de Nanterre par une représentation de combats de nègres et de chiens. Donc à partir de là, Coltès devient un auteur connu. Il entre aux éditions de Minuit et désormais le succès est au rendez-vous pour les dernières années de sa vie, avec je rappelle le titre de ses grandes pièces, Dans la solitude des champs de coton, Key West, Le retour au désert et Roberto Zucco. Alors, 20 ans après sa mort, on peut dire que Coltès jouit d'une très grande notoriété, même si, d'une certaine manière, dans l'avant-garde, on peut dire qu'il est considéré comme un classique. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure de l'académisme. Au fond, on voit passer de l'avant-garde, de la marginalité artistique à la classicisation d'un auteur. Avec le cas de Coltès, c'est assez évident. Il est peut-être justement moins joué en France ces derniers temps. En dépit de l'année Coltès en 2009, qui célébrait précisément les 20 ans de sa mort et qu'il a remis sur le devant de la scène. Année dont on peut dire pour l'anecdote qu'elle a eu un relief particulier à Metz, et pour nous qui venons de Metz, puisque Coltès est un auteur qui est né à Metz. Voilà. Alors, je vais partir aujourd'hui d'une pièce, Combat de nègres et de chiens, et de son personnage féminin, Léon, pour faire ensuite quelques hypothèses de lecture sur l'ensemble des personnages coltésiens. Alors, je rappelle d'abord quelques éléments de la pièce. Alors, vous avez un exemplier, j'en suis encore à la vieille méthode. Je m'excuse pour... je vous demande de m'excuser pour les arbres. J'ai eu quelques réflexions. Voilà. Oui, vous avez la première didascalie qui est intéressante. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Nigeria, un chantier de travaux publics d'une entreprise étrangère. Personnage, Horn, 60 ans, chef de chantier. Albouri, un noir mystérieusement introduit dans la cité. Léon, une femme amenée par Horn. Cal, la trentaine, ingénieur. Lieu, la cité entourée de palissades et de miradors où vivent les cadres et où est entreposé le matériel. Le chantier, une rivière le traverse, un pont inachevé, au loin, un lac. Donc, le personnel de la pièce est resserré, 4 personnages, 3 blancs, 1 noir. Le lieu est clos, un chantier de travaux publics. La durée limitée, quelques heures au crépuscule. Un double meurtre qui se produit. Il y a bien, et toute la critique coltésienne l'a noté, quelque chose d'une tragédie. Albouri, le noir, telle une présence quasi invisible, cachée dans la pénombre près du bougainvillier tout au long de la pièce, donc une présence invisible mais obsédante, vient réclamer à Horn, le chef de chantier, le corps de son frère Nouofia, mort précisément sur ce chantier. Une mort maquillée en accident dont on découvre vite qu'il s'agit d'un meurtre commis par l'ingénieur Cal. Le corps outragé et jeté aux égouts ne peut être restitué et Albouri, qui refuse toute transaction de type économique, va faire tirer dans le dernier tableau les gardes noirs sur Cal. Donc vous avez une citation que je ne vais pas lire, qui est la 4e de couverture, où vous trouverez un entretien que Bernard-Marie Coltès a accordé au sujet de ses intentions
dans cette pièce, donc je n'y reviens pas pour l'instant. Alors comme souvent chez Coltès, on le voit, on peut dire que la pièce se construit sur une transaction impossible qui se termine par une lutte à mort ou par une mort. Dans La solitude des champs de coton, le dialogue au crépuscule dans un terrain vague entre le dealer qui attend que l'on lui fasse une demande et le client qui attend une proposition concrète débouche sur un combat. Dans Key West, dans un hangar au bord de l'Hudson à New York, où se côtoient toutes les violences et toutes les marginalités, Charles tente de fuir en mettant sur pied toute une série de transactions douteuses, sauver un bourgeois de la noyade contre sa voiture et de l'argent, troquer la virginité de sa petite sœur contre les clés de la dite voiture, prendre l'argent de son alter ego noir Abad au nom de l'amour qu'il lui porte. Abad finit par régler la situation en abattant Charles. Je simplifie, mais d'une certaine façon, on pourrait dire que du théâtre de Coltès, qu'il est verbeux, au sens où l'on se paie littéralement de mots, jusqu'au moment où cela ne suffit plus et que tout explose. L'univers des pièces de Coltès est donc un univers de solitude, de périphérie, de marge, dans lequel l'amour refuse à se dire et prend lui aussi la forme d'un deal, d'une transaction, d'un trafic, dans lequel le rêve existe pourtant de trouver son autre, d'être l'autre. Alors, comme le dit l'ingénieur Kahl, s'agit-il alors ici d'un lapsus calami de l'auteur? Pourtant, ce qui compte, c'est de pouvoir s'échanger avec quelqu'un. Le monde de Coltès est un monde de la fêlure, au sens propre, de la lézarde, de la brèche, de la frontière toujours posée d'une certaine manière entre soi et l'autre, entre le dedans et le dehors, et toujours reculé, bousculé, discuté. Comme ce chantier en Afrique, entouré de palissades et de miradors, qui laisse passer mystérieusement l'inquiétant gris des gardes africains et l'inquiétant Albouri. Mais au final, le partage s'avère impossible et dans ce théâtre, comme tant d'autres du monde contemporain, si l'on tente de communiquer par tous les bouts, on ne communique jamais vraiment. Et je le rappelle, dans Combat, le pont du chantier va rester inachevé. Cela donc, la critique n'a cessé de le dire. Dès le premier grand livre consacré à Coltès, par Anne Hubersfeld en 1999, intitulé Coltès, dont je rappelle ici la liste des thèmes: la violence, l'échange, la thématique de l'autre, la solitude et l'appel à l'autre, la demande d'amour, la demande de mort. Je cite un autre grand spécialiste de Coltès, Bernard Desportes, dans un ouvrage plus récent. Étranger, inachevé, éphémère, interrompu, autant de mots qui indiquent chez Coltès le manque et cette absence de l'autre que l'obscurité et le crépuscule de la nuit révèlent dans le même temps qu'ils façonnent impossible. Ce double mouvement qui rassemble et rappelle à chacun son incomplétude renvoie chaque homme à ce principe d'insuffisance à la base de chaque être dont nous parle Bataille. Beaucoup de choses, on le voit, sont dites du personnage coltésien. Quant à nous, nous voudrions démontrer qu'il est dans certains cas plutôt un personnage liminaire. Alors qu'apporte la notion? Elle nous sert peut-être à caractériser autrement la marge, en la ramenant à des caractéristiques anthropologiquement définies et qui nous font mettre l'accent sur d'autres aspects, enfin du moins on l'espère. Donc on l'a vu dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, la question du personnage liminaire s'inscrit dans le cadre de l'initiation, au sens de construction culturellement réglée des identités sociales et sexuelles, dans ce sens anthropologiquement restreint. Nous sommes donc particulièrement attentifs à ce que le texte dit ou ne dit pas des passages d'un état de vie à l'autre, des phases de marge et d'entre-deux où peuvent se contester, s'inverser et parfois se renégocier les structures et les valeurs dominantes. Chez Coltès, on le pressent, à la fois les lieux, les temps, les moments de vie choisis dans les parcours des personnages sont marqués du sceau du liminaire. Et dans ces entre-deux où il faut s'expérimenter autre pour devenir soi, se jouent bien les trois grandes frontières anthropologiques dont nous faisions état tout à l'heure. Les frontières entre le vivant, le mort, le visible, l'invisible, le masculin, le féminin, le sauvage, le civilisé. Alors, ces frontières et ces catégories ne sont pas envisagées d'un point de vue universalisant, mais toujours dans la culture locale et particulière des textes. Alors, nous n'avons pas le temps de le démontrer ici, mais dans Combat de nègres et de chiens, cela fonctionne particulièrement bien. Que l'on pense simplement au rôle de l'Afrique et d'Albouri, entré mystérieusement au cri des gardes noirs qui hantent la nuit, ou plutôt ces heures mortes du crépuscule par définition intermédiaire, dans un chantier de blanc qui n'est ni l'Afrique ni la France, au final. Que l'on pense aussi à l'étonnante présence des rites dans un théâtre du contemporain,
Rites mutilés ou transgressés. Je donne quelques exemples. Le mariage annoncé entre Orne et Léon est d'abord annoncé comme effectué, puis on se rend compte très vite qu'en fait le mariage n'a pas du tout été célébré. Je pense à l'autoscarification de Léon. Vous avez une citation, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je pense surtout aux rites funéraires pour nous, Ophia, qui sont sans cesse évoqués dans la pièce, mais dont le corps introuvable ne peut être enterré, au point que, nous l'avons montré par ailleurs, Albouri, présenté d'abord comme le frère du mort, finit par être construit comme son double, comme le mort qui, n'ayant pu trouver le chemin du pays des ancêtres, revient hanter le monde des vivants. Mais quels vivants? Les personnages de blanc dans la pièce sont des personnages en sursis. Orne, Cal, Léon sont tous trois célibataires et sans enfants. Du point de vue de la culture, on pourrait dire des échanges humains ici qui ne fonctionnent ni sur le plan de l'alliance, ni sur le plan de la filiation. L'arrivée de Léon dans le chantier ce soir-là est censée résoudre la question, remettre de l'ordre, et elle ne cesse de ranger dans les premiers tableaux. Apporter de l'humanité, dit Cal. Une phrase qui est sans doute à prendre au sens littéral, elle pourrait faire de ces êtres masculins des hommes. Il n'en sera rien, bien entendu. Sa relation à Orne, qu'elle a suivie parce qu'il lui a demandé pour découvrir l'Afrique, est plus que dissonante. Le chef de chantier est un homme âgé, châtré, et comme cocu, Orne la corne, son nom l'indique, puisque Léon, en fait, va être séduite par Albouri. Ce couple charivarique Orne-Léon, donc à divers degrés, alliance quasi incestueuse d'une vieillesse et d'une jeunesse, une union blanche et stérile, et curieusement présenté, on l'a dit. Orne parle de Léon comme de son épouse pour avouer de suite que, bon, en fait, ils ne sont pas mariés. La jeune femme éveille très vite la convoitise de Cal, l'ingénieur. Cal, dont le nom serait construit d'après la critique sur Chacal, et qui est donc bien, on l'a vu, un assassin d'occasion. Mais il n'est qu'un tout petit chacal, Cal, un demi-chacal, un chacal inachevé, appelé Mon Petit par Orne. C'est un personnage du manque, au nerf de femme, je cite le texte, qui a perdu son doudou, le chiotoubab, qui s'adonne au whisky parce qu'il ne peut plus boire de lait, et qui ne réussit pas à séduire Léon. Donc on pourrait dire de ces personnages masculins qu'ils sont pour le moins mal initiés, voire non initiés, et comme l'explique Cal lui-même, comme je suis, c'est jamais comme je voudrais être. Mais c'est surtout de Léon que je voudrais parler. Aux yeux de Cal, Léon donne l'impression d'abord d'être une vraie femme, je cite, Quand je t'ai vue de loin débarquer rouge, mais rouge. Elle porte en effet, à son arrivée, donc en Afrique, une robe rouge très sexy et des chaussures trop élégantes pour un chantier, achetées à la boutique Saint-Laurent Afrique. Alors Cal la suspecte d'être une femme facile, qui a suivi Orne pour son argent, et il ne cesse de l'appeler en conséquence bébé. Elle vient de Paris, le plus grand bordel du monde, selon Cal. Pourtant, à y regarder de près, Léon a tout au contraire de la non-initiée. La petite boniche, qui n'a jamais quitté Paris, est caractérisée par une forme de décalage, de naïveté, d'innocence, que de nombreux commentateurs ont noté et qu'elle-même traduit en disant que tous la prennent pour une conne. Et je voudrais qu'on regarde la citation 2, c'est le tableau 2, c'est le document 2. Vous avez la scène intégrale, c'est le tableau 2, c'est la première apparition scénique de Léon. Je voudrais juste lire, pour qu'on entende comme sa manière de parler. Léon, êtes-vous prête? Je range. Non, je ne range pas. J'attends que cela ne bouge plus. Quoi? Que cela ne bouge plus. Quand il fera noir, cela ira mieux. C'est pareil le soir à Paris. J'ai mal au cœur pendant 1 heure, le temps que cela passe du jour à la nuit. D'ailleurs, les bébés aussi crient quand le soleil s'en va. J'ai des cachets à prendre, il ne faut pas que j'oublie. Comment s'appellent ces fleurs? Je ne sais pas. Venez boire un whisky. Un whisky? Oh là là, non. Interdit. Il ne manquerait plus que cela, vous me verriez alors. Cela m'est totalement interdit. Venez quand même. Je fais le compte de ce qui manque. Il me manque des tas de choses et j'ai des tas de choses dont je n'aurais jamais besoin. On m'avait dit, un pull, l'Afrique est froide la nuit. Froide, ouille, les bandits. Me voilà avec 3 pulls sur les bras. Je me sens toute patraque. J'ai le trac biqué. Un de ces tracs. Comment sont les autres hommes? Les hommes ne m'aiment pas en général la première fois. J'arrête. Donc on le voit bien, loin d'être une femme fatale ou facile, Léon est plutôt un bébé, au sens premier du terme, comme elle le dit elle-même. D'ailleurs, Cal, qui ne parvient pas à la séduire, finit par la traiter de pudique.
Hein, et d'une certaine manière, comme on le verra, peut-être est-elle effectivement vierge. Hein. En tout cas, elle est apeurée par le sexe. Et si elle a accepté de suivre Horn, le vieux biquet châtré, hein, c'est qu'il ne ferait pas, là je la cite, de mal à une mouche. Son arrivée en Afrique va la mener de fait clairement au devant d'un parcours initiatique, au sens où que nous lui avons donné, comme l'intertexte des contes merveilleux d'initiation féminine, La Belle au bois dormant ou Cendrillon, présent sensiblement dans la pièce selon nous, le laisse entendre. Léon est une belle endormie qui va se réveiller en Afrique dans la rencontre avec son prince. D'abord donc, l'union dissonante du vieil homme et de la jeune femme éveille le désir de l'homme jeune. Cal. On note que cette configuration rappelle à la fois le trio père, fille, prince dans un conte comme Peau d'âne et celui que forment par exemple le roi Marc, Iseux et Tristan. Le prince vient rompre l'inceste symbolique, mais il en génère un autre puisqu'il entretient lui aussi une relation filiale avec la figure paternelle. Dans la pièce, la relation, bon seulement ici, hein, la relation Cal-Léon tourne court. Hein, et si l'on retrouve les motifs connus de l'initiation amoureuse dans les contes, les épingles et autres fuseaux, le sang qui pointe, le soulier perdu, ils sont inversés. Ainsi, au tableau 5, Cal, qui est obsédé par les pieds et les chaussures, remarque que celles de Léon sont inadaptées au continent africain. Dans le même temps, il lui propose à boire pour ne pas dessécher. Voici la réponse immédiate de Léon. Il faudrait que je couse un bouton. Ça, c'est tout à fait moi. Les boutonnières, non, c'est trop fort pour moi. Aucune patience, aucune. Je les garde toujours pour la fin. Et finalement, eh bien voilà, une épingle à sûreté. Les robes les plus chics que je me suis faites, je vous le jure, c'est toujours une épingle à sûreté qui les fermera. Chippy, un jour tu te piqueras. S'il peut y avoir à première vue rupture sémantique entre la réplique de Cal et la réplique de Léon, en fait, il n'en est rien sur le plan des logiques culturelles à l'œuvre. On connaît en effet l'importance symbolique des travaux d'Aiguille hein, dans la construction de l'identité féminine. Il n'est que de penser à la Belle au bois dormant, hein, qui se pique le jour de ses 15 ans au fuseau. Hein. Donc il s'agit bien ici pour Léon d'une initiation, mais d'une initiation qui reste inachevée. Léon ne sait pas coudre boutonnière et bouton. Hein, la symbolique sexuelle semble assez évidente, claire. Et elle se contente d'une épingle de sûreté. Le terme sûreté est intéressant hein, dans ce contexte. Alors que l'aiguille renvoie traditionnellement à la femme plus expérimentée, l'épingle symbolise plutôt la jeune fille dont le sang n'a pas encore coulé. On connaît la suite. Léon, qui pourtant a trop soif, refuse de boire le whisky de la vie adulte avec Cal, et quand ce dernier lui propose au tableau 7 de lui prêter ses chaussures, ce qui inverse le motif de Cendrillon, elle refuse. Ce n'est pas avec Cal qu'elle trouve chaussures à son pied. C'est la rencontre avec Albouri, donc le noir, qui va faire progresser Léon sur la voie de l'initiation. Le texte le signale assez en la mettant sous le signe de la couleur rouge. La didascalie qui ouvre la scène de première rencontre entre les deux personnages commence par « Le vent soulève une poussière rouge » et se poursuit par « Elle reconnaît son nom », puis elle sent la douleur d'une marque tribale gravée sur ses joues. Léon est obsédée par les fleurs colorées du bougainvillier. Elle seule parvient à voir le loup Albouri. On sait aussi que la scarification des jeunes gens en Afrique est simultanément un rite pubertaire ou de nubilité et un rite d'appartenance communautaire. Et dans la dernière scène positive avec Albouri, elle ne veut plus se déplacer et ses pieds se mettent précisément à saigner. Notre innocente semble donc en voie d'initiation. S'il y a bien quelque chose en elle d'une ravissante idiote, nous aurions plutôt envie de la qualifier d'un peu cinglée, d'un peu illuminée, ou plus exactement de fada. Et c'est parce qu'elle est fada, enfadée, ensorcelée, qu'elle peut voir celui que les autres personnages ne peuvent pas voir, l'homme noir, hein, l'Invisible Man, Albouri. La fada comme la fée, et les deux mots viennent du même étymon, hein, sont en relation avec le fatum, le destin, l'au-delà, la mort. Plus exactement, elles sont des êtres intermédiaires censés présider au passage, en particulier entre la vie et la mort, le visible et l'invisible. Et certains traits de Léon dans la pièce s'éclairent. Elle est en empathie avec l'Afrique alors qu'elle n'est jamais venue. Mais elle est persuadée d'y avoir déjà vécu des vies antérieures et d'y avoir été enterrée. Alors vous avez donc le tableau 6, c'est la première rencontre avec Albouri, donc, où Léon justement parle à Albouri pour la première fois. Alors je vais lire quelques extraits. Je cherche de l'eau. Wasser bitte. Vous comprenez l'allemand ? Moi, c'est la seule langue étrangère que je... Donc elle parle à l'africain. Que je connais un peu.
Vous savez, ma mère était allemande, véritablement allemande, de pure origine. Mon père alsacien, alors moi, avec tout cela... Hein, donc je passe. C'est quand j'ai vu les fleurs que j'ai tout reconnu. J'ai reconnu ces fleurs dont je ne sais pas le nom, mais elles pendaient comme cela aux branches dans ma tête. Et toutes les couleurs, je les avais déjà dans ma tête. Vous croyez aux vies antérieures, vous? J'y crois, moi, oui, j'y crois. Des moments si heureux, très heureux, qui me reviennent de si loin, très doux. Tout cela doit être très vieux. Moi, j'y crois. Je connais un lac au bord duquel j'ai passé une vie déjà, et cela me revient souvent dans la tête. Donc elle montre les fleurs. Je les ai reconnues venant de très loin et je cherche le reste. L'eau tiède du lac, les moments heureux. J'ai déjà été enterrée sous une petite pierre jaune, quelque part, sous des fleurs semblables. On le voit bien, hein, c'est le sentiment d'étrangeté permanente hein, qui permet à Léon de communiquer avec Albouri. Elle lui parle en allemand, il lui répond en wolof et ils ont l'impression de se comprendre. Elle lui dira plus tard des vers du Roi des Aulnes en allemand, le poème de Goethe, hein, donc le poème où l'enfant voit la mort hein, dans la nuit. Il y a quelque chose chez elle d'une forme de pensée magique. Hein, on peut penser aussi à son côté superstitieux, à sa croyance au diable auquel elle revient sans arrêt. Comme le pressent Horn dès le premier tableau, celle-là n'est pas une femme ordinaire, non. Au fond, Léon est à la fois une non-initiée, une mal initiée, son initiation sexuelle tourne court, elle finit par se faire cracher dessus par Albouri et renvoyer à Paris par Horn, et une surinitiée. Elle n'est jamais, au fond, une initiée tout simplement. La scarification qu'elle s'inflige, vous avez la fin du tableau 16 sur l'exemplier, elle se scarifie avec une bouteille de whisky, le visage, pour ressembler à tout jamais à Albouri, et peut-être la trace d'une défloration symbolique, mais puisqu'il s'agit d'une auto-scarification, elle ne marque en aucun cas l'appartenance à la communauté d'Albouri. Ou alors sont-ce les stigmates de celle qui revient du royaume des morts, bon, jeu de mots Boschio, et dont on peut se demander ici à quoi sert le sacrifice. Je cite l'anthropologue Daniel Fabre. Plus communément, celui qui a trop rôdé dans les marges de l'invisible, qu'il soit de Dieu ou du diable, finit par perdre la tête. La folie de l'enfadé, du fada, habite l'homme ou la femme dont le fatum s'est immobilisé dans les parages de la mort. Le dernier tableau, donc c'est le tableau 20, c'est les derniers mots de la pièce. Léon donc est renvoyée à Paris par Horn et elle parle en allemand. Donc Léon très loin et l'on entend, c'est le document 3, et l'on entend à peine sa voix couverte par les bruits du jour. Elle se penche vers le chauffeur, je traduis. Avez-vous une épingle de sûreté? Ma robe se défait. Mon Dieu, si vous n'en avez pas, je vais rester toute nue. Elle rit, monte dans la camionnette, toute nue. Je retourne à Paris, retour à Paris. La camionnette s'éloigne. Autour du cadavre de Cal, les derniers mots de la pièce, sa tête éclatée et surmontée du cadavre d'un chiot blanc qui montre les dents, Horn ramasse le fusil tombé à terre, s'éponge le front, et lève les yeux vers les miradors déserts. Si les personnages de Coltès sont souvent des empêchés, comme le dit leur auteur, Léon, la fée à l'envers, la fada, n'est pas tant une empêchée comme Cal ou Horn qu'un personnage liminaire, un personnage du seuil et de la transition, de la médiation, en bref du passage, aussi inabouti soit-il. Et je voudrais pour finir revenir sur cette question de l'échange chez Coltès, du deal, de la transaction, dont je disais pour commencer, et avec d'autres, qu'elle caractérisait en plein ce théâtre coltésien. J'ajoutais aussi, aussitôt, que ça ne passe pas chez Coltès, ou que ça se passe très mal. Hein. Et Combat de nègres et de chiens est encore une autre preuve de la rupture de la communication des mots, des corps et des morts. Léon à Albouri, je ne vaudrais pas un corps à moitié bouffé? Et non. Du point de vue de l'ethnocritique, peut-être pouvons-nous reformuler autrement ce dysfonctionnement dans l'échange. L'échange, c'est la capacité à faire alliance ailleurs, sur le plan anthropologique, à quitter l'utopie de l'entre-soi, de l'intercommunautaire et au sens strict de l'interfamilial. L'entre-soi se caractérise par l'inceste et le cannibalisme, hein, celui-ci étant entendu comme le pendant symbolique sur le plan alimentaire de celui-là. Or, précisément, le théâtre de Coltès nous semble hanté par ces thématiques. Revenons à Combat de nègres et de chiens. Nous avons déjà noté que les relations Horn, Cal, Léon étaient à lire sous l'angle de l'inceste symbolique. Quant au cannibalisme, il plane sur la pièce du début à la fin, et c'est la circulation gravement perturbée aussi des mots, en l'occurrence le mot chien, qui en témoigne aussi. Non seulement chien ouvre et clôt la pièce, c'est le titre de la pièce, hein, et c'est l'ultime didascalie, on l'a lu.
Il fait un temps de chiens. Au bord de la route, on voit des chiens morts, le ventre gonflé comme des ballons. Les ouvriers noirs vivent une vie de chien et le corps de Nouofia est littéralement jeté à des chiens, ces bêtes mauvaises, selon Albouri, qui d'instinct haïraient les nègres. Les noirs, pour les blancs, sont donc des chiens. Léona Cal, ne donnez pas à tout le monde des noms de chiens. Et quand Cal perd son chien, l'ethnotype du sauvage bouffeur de chiens refait surface. Ils sont en train de me le manger, je les tuerai tous, bouffeurs de chiens. Mais le titre « Combat de nègres et de chiens » et l'ultime didascalie suggèrent bien entendu que les chiens sont surtout les blancs. Le chien forcément blanc de Cal se nomme Toubab, le surnom collectif que les Noirs donnent aux Blancs. Léon se fait traiter à la fin par Albouri de fille de chien. Donc la chiennerie généralisée s'ouvre sur un imaginaire cannibalique selon la formule circulaire blanc égale toubab égale chien égale blanc bouffé par le noir, etc. Qu'est-ce à dire? Que l'altérité, l'ailleurs, la périphérie, la marge, chez Coltès ne sont jamais que des rêves ou des fantasmes. Que c'est au fond et bien plus profondément, il me semble, un théâtre où l'on ne sort pas de l'utopie cauchemardesque sans doute de l'entre-soi. Où l'on ne peut pas passer, donc. Car l'entre-soi, pour reprendre les mots de l'anthropologue Françoise Héritier, c'est le cumul de l'identique, en lieu et place d'un équilibre culturellement réglé du même et du différent. Ce qui frappe chez Coltès, c'est qu'il a beau afficher ces étrangers, ces autres, ces noirs, comme des figures d'absolue différence, ils sont construits et ramenés sans arrêt au rang de frères et de fils. C'est valable pour Albouri, on l'a vu. C'est valable pour le dealer et le client de la solitude qui finissent en frères de sang. C'est valable pour Charles, Abad et Fac, les trois voyous paumés de Key West qui sont nommés frères en marginalité. Et cette hypothèse permet peut-être d'éclairer un élément qui n'a cessé de m'étonner dans mes premières lectures des pièces de Coltès, qui était l'étrange obsession dans un théâtre des années 1980 pour la virginité des filles, et en particulier des petites sœurs. Dans Roberto Succo, c'est le problème de la virginité de la gamine. Dans Le Retour au désert, la virginité de Fatima. Dans Key West, la virginité de la petite sœur Claire. Alors, je cite Roberto Succo, la grande sœur à propos de la gamine. Tu es une gamine, tu es une petite vierge, tu es la petite vierge de ta sœur, de ton frère, de ton père, de ta mère. Ne me dis pas cette chose horrible, tais-toi. Cette chose horrible est un terrible malheur, la perte de la virginité. Le grand frère, rien ne pourrait me faire pleurer davantage, sauf un terrible malheur qui serait arrivé à ma petite sœur. Et quand il découvrira qu'elle a été violée par Zucco, il la vend à un maquereau. Que dit la virginité d'une fille? Mais qu'elle est intacte, qu'elle n'a pas été donnée encore, qu'on la garde dans l'entre-soi familial. Dans Roberto Zucco, quand elle est perdue, elle est vendue à tous, c'est-à-dire à personne. Ce motif est complété chez Coltès par un autre clairement incestueux, qui est celui du couple idéal au fond que formerait un frère et une sœur. Alors que l'on pense à Tabataba, le couple Maïmouna Petit Abou, frère et sœur, que l'on pense à Charles et Claire dans Key West, que l'on pense à Adrien et Mathilde qui partent ensemble dans Retour au désert, le frère et la sœur. Je cite Claire dans Key West. « Je peux faire, moi, pour toi, Charlie, son frère, ce que personne jamais ne pourrait faire pour toi. Je peux m'occuper de toi comme personne jamais ne s'occupera de toi. Je peux être pour toi sous ta main ce que personne d'autre n'a sous la main. Si je te disais, Charlie, que moi, je peux t'aimer comme personne jamais ne t'aimera. » Et je ne dis rien de l'homosexualité latente ou moins latente dans les relations qui unissent certains personnages, sur l'obsession du chiffre 2 et de la gémellité. Une pièce comme Le Retour au désert serait exemplaire. En bref, plus j'y pense, plus ce théâtre m'apparaît de plus en plus comme fortement marqué sur le plan symbolique par le cumul de l'identique et le redoublement du même. Je conclus définitivement cette fois à la fois en guise d'élargissement et de retour à nos idiots. Lorsque Michel de Certeau interroge les premières figures de folle en Christ, au début de la fable mystique, il cite saint Paul. Être idiot pour devenir sage. Puis, l'évangile de Thomas, que le mal ne soit pas mal et que la femme ne soit pas femme. Il insiste donc lui aussi sur le sens du passage qui est d'expérimenter l'autre pour devenir soi. Le personnage liminaire, c'est celui précisément qui ne passe pas, qui reste dans le trouble de l'entre-deux, à la fois identique et différent, ou plus radicalement ni identique ni différent. Cette liminarité se fait au fond soit par excès, soit par défaut d'altérité ou de proximité, c'est selon. Léon est allée trop loin, elle n'en est pas revenue vraiment.
D'autres idiots, ceux de l'intérieur, si je puis dire, les idiots du village, sont restés trop près. Eux, dont les ethnologues ont montré précisément que le territoire en propre, au moins sur le plan de l'imaginaire, se construit dans l'inceste. Comme si ces idiots étaient au fond les représentants fort problématiques, alors corps défendant, en somme, d'un rêve plus général de l'humanité, toujours rejeté ordinairement, pour reprendre les mots de Lévi-Strauss, dans un futur ou dans un passé hors d'atteinte, et qui serait celui de connaître la douceur éternellement déniée à l'homme social d'un monde où l'on pourrait vivre entre soi.